Dans le grand théâtre de la vie, certaines histoires nous rappellent avec une force brutale que les apparences sont souvent trompeuses, et que la véritable force d'une âme se révèle non pas dans la quiétude, mais dans la tempête. Le récit qui suit est celui d'une femme qui, après avoir été brisée par la trahison, a su puiser au plus profond d'elle-même la volonté de se reconstruire, pierre par pierre, jusqu'à bâtir une forteresse que nul ne pourrait plus jamais ébranler. Leonard Bennett se tenait là, figé au milieu de la grande salle de bal du Riverside Convention Center, sa coupe de champagne tremblant dans sa main. Au-dessus de lui, le lustre de cristal projetait des ombres dansantes sur le marbre poli, mais il n'en voyait rien. Son monde entier s'était rétréci pour se concentrer sur une seule vision, une scène impossible qui se déroulait à l'autre bout de la pièce. Grace, son ex-femme. Grace, la femme qu'il avait méprisée, rabaissée et trahie pendant cette longue année, se tenait là, radieuse, dans une robe de soirée vert émeraude qui épousait sa silhouette avec une sophistication élégante. Ses cheveux naturels étaient coiffés en boucles souples qui encadraient un visage apaisé. Et son sourire. Oh, ce sourire était si authentique, si chaleureux, d'une manière qu'il n'avait pas vue depuis une éternité. Mais ce n'était pas seulement sa présence qui glaçait le sang de Léonard. C'était l'homme à ses côtés, Victor Hughes, le PDG de Hughes International Corporation. Ce même Victor Hughes dont Léonard avait rejoint l'entreprise 3 mois plus tôt, désespéré, cherchant un emploi après que son propre monde se fût effondré. Ce même homme dont Léonard lisait les courriels de motivation chaque lundi matin. Ce même visage qui souriait sur le site web de l'entreprise sous le titre « Notre leader visionnaire ». Et le bras de Grace était enlacé au sien, avec une aisance qui parlait d'intimité, d'appartenance, d'une connexion qui serrait la poitrine de Léonard dans un étau proche de la panique. Victor se pencha pour murmurer quelque chose à l'oreille de Grace. Elle rit, un son cristallin comme des carillons, un son que Léonard se souvenait avoir entendu il y a une vie, avant qu'il n'ait systématiquement détruit tout ce qu'il y avait de bon entre eux. Sa main se posa sur le torse de Victor avec une affection désinvolte, et le diamant à son annulaire capta la lumière, projetant des éclats arc-en-ciel sur le mur voisin. Ils étaient fiancés. Son ex-femme était fiancée à son patron. Les jambes de Léonard flageolèrent. La pièce tangua légèrement, et il s'agrippa au bord d'une table pour se stabiliser. Son cœur martelait ses côtes avec une telle force qu'il se demanda s'il n'était pas en train de faire un autre accident vasculaire cérébral. Le souvenir de lui, impuissant sur un lit d'hôpital, des mains douces de Grace le nourrissant, le lavant, priant pour lui, inonda son esprit d'une ironie amère. Elle avait été son ange à ce moment-là, son épouse dévouée qui avait mis de côté sa propre douleur pour prendre soin de lui au plus vulnérable de son existence. Et lui, il avait prévu de retourner à ses vieilles habitudes dès qu'il serait rétabli, n'imaginant jamais qu'elle le quitterait vraiment. Mais elle l'avait fait. Et maintenant, elle était là, transformée en une femme qu'il reconnaissait à peine. Disparue, l'épouse discrète et pieuse qui avait absorbé sa cruauté avec des yeux baissés et des prières murmurées. À sa place se tenait une femme pleine d'assurance et de grâce, une femme qui avait clairement atteint des sommets qu'il ne pourrait jamais espérer approcher. Le regard de Grace balaya la salle et se posa sur lui. L'espace d'un battement de cœur, le temps s'arrêta. Leurs regards se croisèrent à travers la salle bondée, par-delà le gouffre de leur mariage brisé, par-delà les ruines de cette année de mensonges et de trahison. Elle lui sourit. Ce n'était pas un sourire de malice ou de vengeance, ni de triomphe ou de cruauté. C'était un sourire de paix, de page tournée, le sourire d'une femme qui s'était retrouvée et n'attendait plus rien de lui. C'était le sourire de quelqu'un qui avait traversé le feu et en était ressorti affiné, et non détruit. Puis, elle se tourna de nouveau vers Victor, qui la présentait à un cercle de cadres, et Léonard redevint invisible. Juste un employé de plus dans une mer de costumes. Juste un homme de plus qui avait jeté un trésor, trop arrogant pour en voir la valeur jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Comment en était-il arrivé là? 7 ans plus tôt, Grace Mitchell se croyait la femme la plus chanceuse de Floride. Elle venait d'obtenir son diplôme en administration des affaires de l'Université de Floride Centrale, avec mention, tout en occupant 2 emplois à temps partiel pour payer ses études. Ses parents étaient décédés dans un accident de voiture lorsqu'elle avait 19 ans, ne lui laissant que son jeune frère pour seule famille, et il avait déménagé en Californie pour le travail. Grace avait appris très tôt que la vie ne faisait pas de cadeaux, que tout ce qui valait la peine d'être obtenu exigeait sacrifice et détermination. À 24 ans, elle était optimiste quant à son avenir, fidèle en son Dieu, et pleine d'espoir qu'un homme, quelque part, saurait l'apprécier à sa juste valeur. C'est alors qu'elle rencontra Leonard Bennett. C'était lors d'un service spécial à la New Hope Community Church, une immense église communautaire d'Orlando, comptant plus de 5000 membres. Grace y assistait depuis 6 mois, trouvant réconfort dans le culte vibrant et les prédications puissantes après des années de solitude. Le pasteur principal, Adrien Turner,
était réputé dans toute la Floride pour ses sermons passionnés. Mais ce fut le pasteur adjoint qui attira son attention ce dimanche matin-là. Leonard Bennett se tenait à la chaire avec une présence qui commandait le respect. Âgé de 32 ans, grand et élancé, il prêchait sur la pureté, la fidélité et le dessein de Dieu pour le mariage. Il parlait de la beauté de l'abstinence jusqu'au mariage, de la nécessité de construire des fondations solides basées sur la foi. Les femmes dans l'assemblée hochaient la tête et murmuraient « Amen ». Grace, assise au 4e rang, était fascinée. Après le service, son amie Tasha l'entraîna pour le lui présenter. Léonard tourna toute son attention vers Grace, et elle sentit l'impact de son regard comme un contact physique. « Grace », dit-il, prenant sa main dans les siennes. « Quel nom magnifique ! La faveur imméritée de Dieu. Bienvenue à New Hope. » Son contact était doux, son sourire chaleureux. Il l'invita au groupe des jeunes professionnels qu'il animait lui-même. Au cours des mois suivants, Grace s'impliqua profondément dans la vie de l'Église. Elle rejoignit l'équipe de louanges, fit du bénévolat à la banque alimentaire, et ne manqua jamais une réunion. Léonard était toujours là, une présence constante, un mentor spirituel. Il était prudent, toujours approprié, mais il y avait des regards qui duraient un instant de trop, des sourires qui semblaient ne lui être destinés qu'à elle. 6 mois après leur rencontre, il l'invita à dîner. « Je veux que tu saches, dit-il d'un air sérieux, que c'est plus qu'un simple dîner amical. J'aimerais apprendre à mieux te connaître, voir si Dieu nous conduit vers quelque chose de plus intentionnel. » Ce dîner fut le début de tout. Léonard était charmant, attentif. Il partagea sa vision d'un mariage comme un partenariat, un homme et une femme œuvrant ensemble pour construire quelque chose de beau. Grace, qui s'était sentie si seule pendant des années, crut avoir enfin trouvé l'homme qui la voyait vraiment. « Je pense que nous allons être quelque chose de spécial, Grace, » lui dit-il. Et elle le crut. Leur cours était un conte de fées, du moins en apparence. Il la présentait à des pasteurs influents, la comblait de cadeaux attentionnés, priait avec elle de longues et belles prières. Et, fidèle à ses sermons sur la pureté, il ne la pressa jamais physiquement. « Je veux t'honorer, » disait-il. « Notre nuit de noces vaudra l'attente. » Elle tomba amoureuse de sa retenue, de sa discipline spirituelle. Ce que Grace ne savait pas, c'est que la retenue de Léonard n'avait rien à voir avec l'honneur. Elle avait tout à voir avec les 4 femmes avec qui il couchait déjà. Naomi Hughes, réceptionniste de 28 ans, était sa maîtresse depuis 3 ans. Elle vivait dans un appartement payé par Léonard. Fiona Turner, 31 ans, serveuse, qu'il avait aidée financièrement avant de la visiter 3 fois par semaine. Clara Reynolds, 26 ans, étudiante en soins infirmiers, qui le voyait comme une figure paternelle et à qui il payait ses manuels en échange d'intimité. Et Tasha Lawson, la même amie qui les avait présentés, couchait avec lui depuis 4 ans. Toutes les 4 savaient qu'il courtisait Grace. Aucune ne lui dit rien. Pourquoi l'aurait-elle fait? Elles avaient leurs arrangements, leur sécurité financière. Grace serait celle qui porterait l'alliance et le titre d'épouse. Mais elle pensait avoir le vrai Léonard, l'homme derrière la chair, celui qui venait à elle dans l'obscurité. Et Léonard, avec l'arrogance d'un homme qui n'a jamais fait face aux conséquences de ses actes, pensait pouvoir tout gérer. Il épouserait Grace pour l'image parfaite, et garderait ses 4 femmes pour ses besoins. Il la demanda en mariage un dimanche soir, devant toute la congrégation. Elle chanta avec l'équipe de louanges, puis il l'appela sur scène. Il se mit à genoux, sortit une boîte en velours, et lui demanda « Veux-tu m'épouser ?» À travers ses larmes, elle répondit « Oui ». L'église explosa en applaudissements. C'était parfait. C'était un mensonge. Ils se marièrent 3 mois plus tard. Grace, resplendissante dans une simple robe blanche, remonta l'allée seule. Léonard, à l'autel, avait l'air de l'homme pieux qu'il prétendait être. Leurs vœux firent pleurer l'assemblée. « Je te promets de t'aimer, de t'honorer et de te chérir tous les jours de ma vie, » dit Léonard. « Tu es un don de Dieu, Grace, et je te chérirai toujours. » Elle ne remarqua pas Naomi, au fond de la salle, le regard vide. Elle ne vit pas Fiona partir discrètement. Elle ne surprit pas le regard de désir et de perte que Clara lança à Léonard. Et elle ne remarqua certainement pas le sourire crispé de Tasha en lui offrant un cadeau de mariage. Elle était trop amoureuse, trop confiante. Leur nuit de noces fut maladroite et brève. Léonard était mécanique, presque distrait. Il s'endormit quelques minutes après, laissant Grace fixer le plafond, se demandant si cela s'améliorerait avec le temps. Ce ne fut pas le cas. Mais Grace se convainquit que c'était normal. Elle tomba enceinte 4 mois plus tard.
La réaction de Léonard fut loin d'être joyeuse. Il parut presque agacé. « Tu es sûr ?» demanda-t-il. Il força un sourire et une étreinte rigide. Les semaines suivantes, il devint distant. Puis, à 6 semaines de grossesse, Grace tomba gravement malade. Fièvre, douleurs abdominales. Le diagnostic du médecin fut un coup de poignard. « Grace, vous avez une grave infection pelvienne », dit le docteur Maxwell. Ce type d'infection est généralement transmis par contact intime. Je dois vous demander, votre partenaire a-t-il pu ne pas être fidèle? Le monde de Grace s'écroula. C'est impossible. Mon mari est pasteur. Il prêche sur la fidélité. Jamais il ne ferait ça. Le médecin insista, expliquant que l'infection mettait sa grossesse en danger. Ce soir-là, elle confronta Léonard. Son visage exprima un choc et une blessure parfaits. « Grace, comment peux-tu même me demander ça? Tu es la seule femme pour moi. Crois-tu vraiment que je te trahirais ainsi ?» Des larmes se formèrent dans ses yeux. Il jura qu'il avait été fidèle, qu'il ne romprait jamais son vœu devant Dieu. Elle voulut le croire. Elle avait besoin de le croire. « Je te crois », murmura-t-elle. Ce fut le premier des nombreux mensonges qu'elle accepterait. L'infection était si grave que, malgré un traitement agressif, le corps de Grace commença à lâcher. Pour sauver sa vie, les médecins durent interrompre la grossesse. Grace se réveilla dans un brouillard de chagrin. Léonard était à ses côtés, le visage empreint de tristesse, mais dans ses yeux, il y avait une lueur de soulagement qu'elle était trop anéantie pour remarquer. Après son retour de l'hôpital, Léonard cessa presque entièrement de la toucher. En réalité, il n'avait plus besoin d'elle. Il avait Naomi, Fiona, Clara et Tasha. Grace passa des mois à se demander ce qui n'allait pas chez elle, lisant des livres sur le mariage, essayant de raviver une flamme qui n'avait jamais vraiment existé. Puis, elle tomba de nouveau enceinte, lors d'une des rares occasions où Léonard avait été intime avec elle. Elle donna naissance à un garçon en bonne santé, Justine. 18 mois plus tard, un autre fils, Adrien. Et 2 ans après, une fille, Lydia. 3 enfants en moins de 5 ans. Ils devinrent son monde, sa raison de vivre malgré le vide de son mariage. Léonard était un père fantôme, présent pour les photos, mais absent pour le travail quotidien. Grace s'occupait de tout, avec le sourire silencieux attendu de la femme d'un pasteur. Pendant ce temps, la double vie de Léonard se poursuivait sans entrave. Il rendait visite à ses maîtresses sous prétexte de réunions ou de séances de conseil. Il payait leurs factures, les entretenait comme des propriétés, sans aucune protection, sans aucune considération pour leur santé ou celle de sa femme. Il se croyait intouchable. Et puis, Léonard eut un accident vasculaire cérébral. Cela se produisit un mercredi après-midi, dans son bureau à l'église. Il était avec Tasha. Un instant il parlait, l'instant d'après ses mots devinrent pâteux, son visage s'affaissa. Grace reçut l'appel de l'hôpital alors qu'elle préparait le dîner. « Votre mari a eu ce que nous pensons être un AVC. Vous devez venir immédiatement. » À mi-chemin de l'hôpital, son téléphone vibra. Une notification WhatsApp d'un numéro inconnu. Confuse, le cœur battant à tout rompre, Grace ouvrit le message. Ce qu'elle vit changea tout. C'étaient des captures d'écran de conversation, des centaines de messages, s'étalant sur des années, tous provenant du téléphone de Léonard. Léonard à Naomi, « Tu me manques, ma belle. J'ai hâte de te voir ce soir. Porte ce que j'aime. » Naomi à Léonard, « Tout pour toi, Daddy. Je dis à mon copain que je travaille tard encore. » Léonard à Fiona, « J'ai seulement 1 heure aujourd'hui. Grace m'attend tôt. » Fiona à Léonard, « Pas de problème. J'ai un autre ami qui passe plus tard. Fais en sorte que ça compte. » Léonard à Clara, « Merci pour hier soir, ma douce. Voici l'argent pour tes manuels, comme promis. » Clara à Léonard, « Tu es si bon pour moi. Est-ce qu'elle sait la chance qu'elle a de t'avoir? » Léonard à Clara, « Elle ne m'apprécie pas comme toi. Tu me comprends, Clara. » Grace gara sa voiture sur le parking de l'hôpital, incapable de bouger, lisant message après message, des photos explicites, des conversations intimes, des plans, des mensonges, des trahisons s'étalant sur des années. Avant leur mariage, pendant sa grossesse, pendant l'infection qui avait coûté la vie à leur premier bébé. Tout avait été un mensonge. L'expéditeur anonyme avait ajouté une note. « Je pensais que vous deviez savoir avec qui vous êtes mariée. Il dit à ses maîtresses que vous êtes trop religieuse et trop faible pour le quitter. Je ne pouvais plus me taire. Vous méritez mieux. »
Elle pleura pendant 20 minutes, secouée par le chagrin, la rage et l'humiliation. L'infection qui avait tué leur enfant venait de lui, de ses tromperies. Il avait tué leur bébé avec ses mensonges. Finalement, elle essuya ses larmes et entra dans l'hôpital. Elle trouva Léonard dans l'unité de soins intensifs, branché à des machines, faible et vulnérable. Quand ils furent seuls, Grace se tint à son chevet et ne ressentit absolument rien. Pas de pitié, pas de peur, pas d'amour. Les messages avaient tout brûlé. Mais Grace n'était pas cruelle. Elle ne frapperait pas un homme à terre. Elle s'occuperait de lui. Elle le soignerait jusqu'à ce qu'il soit rétabli. Et quand il serait de nouveau sur pied, elle partirait. « Je suis là », dit-elle doucement. « Tout ira bien. » Les jours suivants, Grace devint sa principale aide-soignante. Elle dormait à l'hôpital, le nourrissait, l'aidait à se laver. Les membres de l'église la louaient pour son dévouement. Tasha, Clara et les autres vinrent, leurs visages masquant mal leur culpabilité. Grace les congédia froidement. Après 2 semaines, Léonard rentra chez lui. Grace continua de s'occuper de lui, de ses séances de kinésithérapie, de ses médicaments, tout en gérant les 3 jeunes enfants. Chaque soir, une fois la maison silencieuse, elle relisait les messages, mémorisant les pires trahisons. Dans une conversation, Léonard l'avait qualifiée des « utiles mais ennuyeuses ». Il avait écrit « Elle ne me quittera jamais. Elle est trop religieuse, trop préoccupée par ce que les gens pensent. » Il avait eu tellement confiance en sa faiblesse. 3 mois après l'AVC, Léonard marchait presque normalement. 4 mois après, il retourna à l'église sous les applaudissements, remerciant publiquement sa femme Roque. Grace joua le jeu, le visage neutre, mais à l'intérieur, elle était déjà partie. En secret, elle préparait sa sortie. Elle engagea un avocat, ouvrit un compte en banque séparée, chercha un appartement et un emploi à plein temps. 6 mois après l'AVC, elle fut embauchée comme chef de bureau. 7 mois après, elle signa un bail. 8 mois après, un mardi soir, elle posa une enveloppe sur la table de la cuisine devant Léonard. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il. « Les papiers du divorce » dit calmement Grace. « Je te quitte, Léonard. Je déménage ce week-end avec les enfants. » Le visage de Léonard devint blanc. « D'où ça sort ? Je pensais que nous allions bien. » Grace posa son téléphone sur la table, affichant la conversation où il la traitait d'ennuyeuse. « Je sais tout depuis 8 mois. Depuis le jour de ton AVC. » La panique envahit ses yeux. « Grace, s'il te plaît. On peut arranger ça. Je ferai une thérapie, je me confesserai à l'église. L'infection qui nous a coûté notre premier bébé, elle venait de toi, Léonard. Tu as tué notre enfant avec tes mensonges. Je ne savais pas. Tu ne t'en souciais pas. C'est ça la vérité. Tu ne m'as jamais aimé. Tu as aimé l'image que je projetais. Et moi, je ne t'aime plus non plus. » Elle sortit de la pièce et s'enferma dans la chambre. Le lendemain matin, elle partit avec les enfants. En quittant l'allée de la maison où elle avait vécu pendant 7 ans, Grace ne regarda pas en arrière. Elle avait choisi la paix plutôt que la performance, la vérité plutôt que le faux-semblant. Léonard avait pensé qu'elle ne le quitterait jamais. Il avait eu tort. Le dimanche suivant, pour la première fois en 7 ans, Grace n'alla pas à l'église. Elle se sentit soulagée. Mais bientôt, les appels et les messages affluèrent. Le pasteur Adrien Laplat, l'exhortant à reconsidérer, à penser au mariage comme une alliance sacrée, à prier. « La Bible dit que Dieu est le divorce », lui dit-il. « La Bible dit aussi que l'adultère est un motif de divorce », répliqua Grace. « Dieu n'a pas uni notre mariage. Ce sont les mensonges de Léonard qui l'ont fait. » Les femmes de l'église lui rendirent visite, lui parlant de pardon, de sacrifice, lui disant qu'elle était égoïste. « Les hommes ont des faiblesses, » dit l'une d'elles. « Notre rôle est de les soutenir. » Grace leur claqua la porte au nez. Elle devint une paria. Les gens la jugeaient, l'évitaient. Le plus choquant fut le nombre de personnes qui défendirent Léonard. Le scandale éclata lorsque les noms de ses maîtresses furent révélés, mais la colère se retourna contre Grace pour avoir exposé l'affaire publiquement. Elle quitta New Hope et trouva une petite église progressiste où elle se sentit enfin accueillie. La procédure de divorce fut finalisée 6 mois plus tard. Grace obtint la garde principale de ses enfants et une pension alimentaire suffisante pour reconstruire sa vie. Pendant ce temps, la vie de Léonard s'effondrait. Il perdit son poste à l'église, ses maîtresses le quittèrent les unes après les autres. Il était seul, amer et désespéré. Il avait besoin d'un travail.
C'est alors qu'il vit une annonce pour un poste de directeur des opérations chez Hughes International Corporation. Il postula, brillant lors des entretiens, se présentant comme un homme réformé. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le PDG, Victor Hughes, était le fiancé de son ex-femme. Victor, lui, savait exactement qui était Léonard. Grace lui avait tout raconté. Il décida de l'embaucher, non pas par naïveté, mais parce qu'il voulait que Léonard voie de ses propres yeux ce qu'il avait perdu. Léonard commença son nouveau travail plein d'optimisme. Et puis, un jeudi après-midi, il la vit. Grace, dans le couloir, radieuse, confiante, portant une bague de fiançailles en diamant. Il la vit rire avec des collègues, puis il vit Victor Hughes s'approcher, l'embrasser sur le front et l'emmener déjeuner. Son ex-femme était fiancée à son patron. Chaque jour devint une torture. Il voyait leur bonheur, leur complicité, le respect que Victor lui témoignait. Il voyait la femme qu'il avait éteinte s'épanouir sous le regard d'un autre homme. Ses performances au travail chutèrent. Il était rongé par la jalousie et le ressentiment. Un soir, il les entendit parler dans le couloir. Grace disait à Victor que ses enfants voulaient l'appeler « papa ». C'en était trop. 6 mois après son embauche, Léonard démissionna. L'idée germa dans son esprit, tordue et amère. Si la source du bonheur de Grace était Victor, alors supprimer Victor détruirait son bonheur. Il commença à obséder, à surveiller Victor, et finit par chercher quelqu'un pour régler le problème. Ce qu'il ne savait pas, c'est que l'homme qui l'approcha était un informateur du FBI. 2 semaines avant le mariage, Léonard passa à l'acte. Le plan était de tendre une embuscade à Victor dans le parking de son bureau. Mais Grace, sentant un danger, avait convaincu Victor d'engager une équipe de sécurité. Le soir de l'attaque, les gardes repérèrent l'individu suspect dans la voiture de Victor. La police, déjà alertée par le FBI, intervint. L'homme avoua tout. Léonard fut arrêté le soir même. Les charges étaient accablantes: sollicitation de meurtre, conspiration, tentative de meurtre. Lors de la sentence, le juge fut implacable. Vous avez fait preuve d'un mépris total pour la vie d'autrui. Le tribunal vous condamne à 20 ans de prison. Grace assista à la sentence, un sentiment de soulagement l'envahissant. Ce chapitre était enfin clos. 2 semaines plus tard, Grace Mitchell épousa Victor Hughes dans un jardin botanique. Entourée de leurs 5 enfants et de leurs amis les plus proches, elle rayonnait. Leurs vœux parlaient de vérité, de respect et d'un amour authentique. En regardant son nouveau mari jouer avec leurs enfants, Grace comprit. Elle avait appris que parfois, la chose la plus fidèle à faire est de s'éloigner de ce qui vous détruit. Rester dans une situation toxique ne vous rend pas forte, cela fait de vous une victime. Le véritable amour ne consiste pas à tolérer les mauvais traitements. Il ressemble à cela: le respect, le partenariat, l'affection sincère, la sécurité. Elle avait choisi de se sauver quand tout le monde lui disait de se sacrifier. Elle était partie quand tout le monde lui disait de rester. Et ce faisant, elle avait trouvé une vie plus belle que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Des mois plus tard, elle reçut une lettre de Léonard, de prison. C'était une excuse, maladroite mais sincère. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes », écrivait-il. « Je voulais juste que tu saches que je comprends enfin ce que j'ai perdu. J'espère que tu es heureuse. » Grace lut la lettre, puis la rangea dans un tiroir. Peut-être qu'un jour elle lui pardonnerait, non pas pour lui, mais pour elle-même. Mais aujourd'hui, elle avait un mari qui l'aimait, des enfants qui s'épanouissaient, et une vie qui lui apportait une joie véritable. Elle avait tout ce qui comptait. Grace Hughes, femme de Victor, mère de 5 enfants, femme de force et de résilience, ferma le tiroir et tourna le dos à la lettre, sans un regard en arrière. C'était ce qu'elle avait appris à faire: s'éloigner de ce qui la diminuait, et marcher vers ce qui la célébrait, sans jamais, jamais s'excuser de s'être choisie.